Donc, je disais que la greffe de moelle osseuse était utilisée comme traitement, c'était le seul traitement curateur qui est réservé chez... pardon. Ah, pardon. Qui était réservé uniquement pour les sujets jeunes et ayant un donneur HLA compatible dans la fratrie. Puis par la suite, on avait utilisé de l'immunothérapie sur la base de l'interféron. Et ce n'est qu'en vers les années 96, 99 jusqu'à 2000 qu'une nouvelle classe thérapeutique vient enrichir le traitement de la leucémie myéloïde chronique sont les inhibiteurs de tyrosine kinase, dont le chef d'équipe Matinib. Puis par la suite, il y avait la deuxième, la troisième et quatrième. Actuellement, on est à la quatrième génération. Donc, le traitement, c'est une thérapie ciblée. Ces inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est une thérapie ciblée. C'est comme une clé. C'est bon, c'est bon. Ah. Donc, je disais que le traitement, c'était une thérapie ciblée. C'est comme une clé dans une serrure. La clé, c'est l'inhibiteur de tyrosine kinase et la serrure, c'est le transcrit BCR ABL. C'était le premier inhibiteur de tyrosine kinase qui a été découvert. Cet inhibiteur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va y avoir une fixation de l'inhibiteur à la tyrosine kinase. Cette fixation va empêcher la fixation de l'ATP. Donc, vous voyez ici. Puis, il va y avoir une inhibition des signaux intracellulaires qui va inhiber la prolifération ou la croissance cellulaire et va favoriser l'apoptose. Il va favoriser l'apoptose. C'était la révolution dans la découverte de ce médicament et qui a fait le buzz sur la revue Time en 2001. C'était le premier cancer le premier cancer qui a bénéficié de cette découverte énorme, donc qui a transformé cette découverte a transformé le pronostic et la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique qui était jadis une maladie mortelle. Donc, l'objectif du traitement, c'est d'obtenir une réponse hématologique complète, puis cytogénétique complète et idéalement une réponse moléculaire complète et durable, voire la guérison. Comment mesurer ces réponses? D'abord, donc, vous avez l'hémogramme, donc qui va nous renseigner sur la réponse hématologique complète. Cette réponse hématologique complète, elle est caractérisée par une formule numération sanguine qui est normale, qui devient normale, disparition des symptômes et des signes cliniques de la maladie, notamment la splénomégalie. Ensuite, vous avez la réponse cytogénétique complète qui va être mesurée par le karyotype conventionnel. Et vous avez plusieurs niveaux de réponse. Donc, la réponse cytogénétique complète, c'est la disparition complète du chromosome Philadelphie. La réponse partielle, c'est le chromosome Philadelphie est présent entre 1 et 35%. Majeur, c'est quand vous avez une réponse cytogénétique complète et réponse cytogénétique partielle. C'est moins de 35% de chromosome Philadelphie. Vous avez ensuite des réponses cytogénétiques mineures et minimes et pas de réponse cytogénétique, c'est quand le chromosome Philadelphie, malgré Allô, vous êtes tous là? Donc, oui, d'accord. Pour la réponse moléculaire, on la mesure par la PCR. Donc, c'est le taux du transcrit BCR-ABL par une PCR
qu'on peut réaliser. Et vous avez la réponse moléculaire majeure, puis les réponses moléculaires profondes. Donc, l'objectif thérapeutique par les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est de réduire le taux de protéines oncogènes BCR-ABL à un niveau indétectable. La PCR, c'est pratiquement le seul moyen. La PCR, c'est pratiquement le seul moyen rapide qui va nous permettre de détecter une réponse. Donc, la réponse cytogénétique complète, on vient de le dire, c'est la disparition complète du chromosome Philadelphie. Donc, la PCR va mesurer le nombre de cellules leucémiques présentes dans l'organisme. Ce tableau, en fait, va déterminer l'évolution de la réponse moléculaire jusqu'à un transcrit indétectable selon l'échelle internationale, dont la ligne de base, elle est fixée à 100%, et on va avoir donc une réduction logarithmique de BCR-ABL. Par exemple, pour la réponse moléculaire majeure, elle est définie par une diminution du transcrit BCR-ABL d'au moins 3 logs, par rapport à la ligne de base, soit un ratio inférieur à 10%. Un ratio inférieur ou égal à 0,1%. Et puis par la suite, vous avez des réponses moléculaires profondes jusqu'à un transcrit indétectable. Dans ce cas, on peut parler d'une réponse moléculaire complète et profonde. Donc, les objectifs thérapeutiques dans la LMC ils ont changé depuis l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, avant 2000, avant l'arrivée des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'était une évolution triphasique. L'objectif était d'éviter la progression et d'assurer une qualité de survie meilleure. Après 2000, donc après la survenue des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'était de prolonger. Oh là là. Allô, vous êtes tous là? Je m'excuse pour le désagrément. Donc, on avait dit que les objectifs thérapeutiques dans la LMC ont dû changer depuis l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont complètement bouleversé le pronostic et le pronostic de la maladie. Donc, je disais que après 2000, l'objectif, c'était de garantir la sécurité et la qualité de vie à long terme. Et actuellement, notre objectif, c'est d'arrêter le traitement après une réponse moléculaire profonde et précoce. Donc, quelles sont les armes thérapeutiques qu'on utilise dans cette maladie? Vous avez d'abord en urgence le traitement, vous avez les traitements symptomatiques, c'est Best Supportive Care, c'est le traitement symptomatique. En urgence, on va hospitaliser le malade en cas d'hyperleucocytose symptomatique. Puis, pour une cytoréduction rapide, on va utiliser des hypouricémiants tels que l'allopurinol, 300 à 600 mg par jour. Une hyperhydratation 3 litres, puisqu'on avait dit qu'on a une hyperuricémie au cours de la maladie. Si on met directement une thérapie ciblée, on va entraîner un syndrome de lyse
qui peut être mortelle. Donc, une hyperhydratation à 3 litres, un hypouricémie tel que l'allopurinol, une cétaphérèse en cas de leucostase, quand on a un taux de globules blancs très élevé, il peut arriver jusqu'à 1 million. En cas de priapisme, c'est une complication de la maladie, ou en cas de grossesse, donc on va utiliser cette cétaphérèse. Deuxième traitement, c'est le traitement spécifique. En fait, le traitement, l'hydréa, c'est pas un traitement spécifique, mais on doit commencer par l'hydréa en attendant les résultats du cariotype et également pour diminuer ou pour réduire le taux de leucocytose qui persiste donc qu'on persiste à utiliser. On peut utiliser également l'interféron, l'immunothérapie, en association avec les inhibiteurs de tyrosine kinase ou bien l'interféron qu'on peut utiliser chez la femme enceinte parce qu'on ne peut pas utiliser les inhibiteurs de tyrosine kinase, ils ont un risque tératogène. Vous avez également les inhibiteurs de tyrosine kinase, vous voyez ici pratiquement tous les inhibiteurs en dehors de la 4e génération. La première génération, donc, elle est représentée par l'imatinib. On avait dit que l'imatinib ou pratiquement tous les inhibiteurs de tyrosine kinase sont des inhibiteurs compétitifs, sélectifs et puissants de l'ATP pour son site de liaison sur ABL. Il va induire une inhibition de l'activité tyrosine kinase. Actuellement, ce sont les inhibiteurs, ces inhibiteurs sont le traitement de référence. Vous avez la première génération, deuxième génération qui est représentée par le nilotinib, dasatinib et le bosutinib, et enfin la troisième génération. Dans le cas d'inefficacité de la première génération ou de la deuxième génération, on utilise le ponatinib, qui est de troisième génération. Donc, le monitoring de la réponse ou de la réponse thérapeutique, c'est le suivi de la réponse pour évaluer l'efficacité. Ce monitoring doit obéir aux recommandations de l'ELN, donc European Leukemia Net. En cas de résistance à l'imatinib, on peut passer à la deuxième génération, à l'emploi des inhibiteurs de deuxième génération qui sont actuellement utilisés en première ligne, voire la troisième génération. L'allogreffe garde toujours sa place, mais à partir d'un donneur familial chez les sujets jeunes. C'est la seule thérapeutique actuellement qui permet d'obtenir une guérison de la maladie, mais après inefficacité des inhibiteurs de tyrosine kinase ou bien après donc une transformation de la leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë. Voici les différents. Je reprends le traitement. Répéter le traitement, on l'attend. Oui, madame. Donc, je reprends pour le traitement. Donc, le traitement, je disais que vous avez plusieurs armes thérapeutiques. Vous avez Best Supportive Care, ça veut dire le traitement symptomatique qu'on utilise. Donc, avant de traiter le patient par un traitement spécifique, on doit utiliser une hyperhydratation. C'est comme préparer un patient à un traitement spécifique. Donc, on commence par l'hyperhydratation. En général, on fait 3 litres par mètre carré, un hypouricémiant à base d'allopurinol. Vous pouvez utiliser des anti-agrégants plaquettaires parce qu'on a une hyperleucocytose, on a une Donc, je disais que on commence par le traitement symptomatique pour préparer le patient, donc une hyperhydratation, un hypouricémie en type allopurinol, des anti-agrégants plaquettaires type aspirine pour éviter le risque de thrombose, puisqu'on a une hyperleucocytose majeure avec une thrombocytose. Là, c'est bon, d'accord. La leucophérèse, elle est réservée pour les complications, surtout le priapisme. Non. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, la conversation, c'est une chose. Ah, يسمع ولا ندير هادي
Oh là là, c'est bon? Ah oui, oui, c'est bon. Ah, très bien. Vous parlez toujours des complications, on ne les a pas citées, mais on ne les a pas citées. Ah, non, pour les complications. Mhm. D'accord. Mhm. Ouais. Je vais pas parler des complications. Les complications, comment c'est pour traiter? J'ai parlé des anti-agrégants plaquettaires qu'on utilise, de type aspirine, qu'on utilise dans le cas où on a une hyperleucocytose majeure avec une thrombocytose. Il y a le risque de thrombose, un risque thrombotique. Dans ce cas, on utilise de l'aspirine pour éviter le risque de thrombose. Vous avez également la citaférèse qui est utilisée en cas de en cas euh, de leucostase. Leucostase, c'est une augmentation importante des globules blancs à l'origine donc de complications telles que une embolie pulmonaire, insuffisance respiratoire. Également, on peut utiliser cette citaférèse en cas de priapisme et en cas de grossesse parce qu'on ne peut pas utiliser les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont tératogènes. Donc, deuxième traitement, c'est l'hydréa ou l'hydroxyurée. C'est une chimiothérapie qu'on utilise pour diminuer le taux de globules blancs en attendant le résultat du karyotype pour pouvoir traiter par les inhibiteurs de tyrosine kinase. L'interféron qu'on peut utiliser, qu'on peut continuer à utiliser, mais en association avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, la seule euh, fois qu'on peut utiliser seul, sans l'association avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est au cours de la grossesse. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est la classe thérapeutique, la nouvelle classe thérapeutique qu'on utilise actuellement dans le traitement de. Donc, je disais que les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est la nouvelle classe thérapeutique qui a complètement bouleversé le pronostic de la maladie. Et vous avez plusieurs générations. La première génération, c'est l'imatinib qui a été le premier à être découvert. Puis par la suite, la deuxième génération, troisième génération. En général, on commence par l'imatinib première génération. Actuellement, les inhibiteurs de deuxième génération sont utilisés en première ligne. Mais en général, quand il y a une résistance à l'imatinib, on peut switcher vers les inhibiteurs de deuxième génération, voire la troisième génération. La greffe de moelle osseuse, elle continue à être, donc elle garde toujours sa place, mais après échec des inhibiteurs de tyrosine kinase ou en cas de transformation en leucémie aiguë. Voici les différents. Quels sont les indications? Donc, la greffe de moelle osseuse, pardon.
La greffe de moelle osseuse ou la greffe de cellules souches hématopoïétiques, elle est réservée uniquement en cas d'inefficacité ou de résistance aux inhibiteurs de différents inhibiteurs de tyrosine kinase et également en cas de transformation en leucémie aiguë. BSC, ça veut dire BSC, ça veut dire Best Supportive Care ou traitement symptomatique qu'on peut utiliser avant de mettre le patient sous inhibiteur de tyrosine kinase. Voici les différents types. Donc, première génération, c'est l'imatinib qu'on utilise chez nous. Le Glivec, c'est la molécule mère. Ensuite, vous avez la deuxième génération, le dasatinib. Vous avez le nilotinib. Deuxième génération également, le bosutinib. Le ponatinib qui est la troisième génération. Et vous avez d'autres médicaments, troisième et quatrième génération. Donc, on a terminé avec la leucémie myéloïde chronique. Pour parler du diagnostic différentiel, donc le diagnostic différentiel se fait généralement avec les syndromes, les autres syndromes myéloprolifératifs qu'on va voir tout à l'heure, qu'on appelle Phi négatif. Donc, le seul syndrome myéloprolifératif à Phi positif, c'est la leucémie myéloïde chronique. Les autres syndromes myéloprolifératifs sont des syndromes myéloprolifératifs à Phi négatif. Ça, c'est le premier diagnostic différentiel. Le deuxième diagnostic différentiel se fait en cas d'hyperleucocytose avec ou sans myélémie. Et vous avez plusieurs diagnostics, les infections bactériennes, la tuberculose, le syndrome inflammatoire, le tabagisme. Docteur, on ne voit pas la diapo. Génération médulaire, telle qu'une sortie d'aplasie ou dans les grandes hémorragies. Et en cas de phase aiguë, vous avez, donc en cas de transformation de la leucémie chronique en leucémie aiguë, vous avez la leucémie aiguë de nouveau. Parce que la transformation de la leucémie myéloïde chronique en leucémie aiguë. Il n'y a pas de diapo, madame. Vous avez une leucémie aiguë. Il n'y a pas de diapo, madame. On ne voit pas. Je vais faire... Non. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Vous avez la diapo? Oui, madame, c'est bon. Pas de diapo, pas de diapo. C'est bon. Donc, je disais, pour le diagnostic différentiel, vous avez 3 types de diagnostics différentiels. En général, c'est quand on a une hyperleucocytose, avec ou sans myélémie, donc ce sont les myélémies réactionnaires. Et dans ce cas, c'est le cas des infections bactériennes, tuberculose, syndrome inflammatoire, les régénérations médulaires telles que la sortie d'aplasie, les grandes hémorragies, l'utilisation de la corticothérapie et le tabagisme. En cas de phase aiguë, vous avez la leucémie aiguë de novo qui simule donc le diagnostic d'une leucémie myéloïde chronique en transformation en leucémie aiguë. Et enfin, vous avez les autres syndromes myéloprolifératifs, mais à Phi négatif. Donc, on va voir les autres syndromes myéloprolifératifs en premier lieu, la polyglobulie de Vaquez, qui est une anomalie de la lignée rouge. Donc, c'est quoi une polyglobulie de Vaquez? Elle s'appelle également polycythemia vera. C'est une expansion clonale prédominant sur la lignée érythroblastique. Elle touche le sujet âgé de la soixantaine. Elle est caractérisée par une augmentation du volume globulaire total et du volume sanguin total. Elle se manifeste donc par des signes d'hyperviscosité, céphalée, vertige, troubles sensoriels, un prurite à l'eau, donc surtout les bains chauds. On parle de prurite aquagénique. Donc aquagénique, ça veut dire c'est un prurite à l'eau qui est provoqué par l'eau.
une érythrose faciale et palmaire, une tendance hémorragique, une splénomégalie modérée. Quel est le bilan diagnostique de la polyglobulie de Vaquès? Donc, la formule numération sanguine peut orienter le diagnostic avec une augmentation des globules rouges, hémoglobine, l'hématocrite, ainsi que les plaquettes et les leucocytes. Donc, on peut avoir une microcytose et une hypochromie. C'est dû à une érythropoïèse accrue à l'origine d'un déficit en fer qu'on doit respecter, qu'on ne doit pas traiter. La confirmation se fait par la mesure du volume érythrocytaire total par division d'hématie, marquée au chrome 51. La valeur normale, chez l'homme, elle est de 33 plus ou moins 3 ml par kilo. Chez la femme, de 25 plus ou moins 3 ml par kilo. Mais actuellement, on ne l'utilise plus. La biopsie médulaire, ostéomédulaire, donc, montre une hypercellularité non pathognomonique. Donc, on peut avoir une hyperplasie de la lignée érythroïde. Et vous avez également une anomalie génétique qui est acquise, qui est la mutation JAK2. Ce n'est pas le chromosome Philadelphie, mais la mutation JAK2 qui est positive dans 90 à 95% des cas. La deuxième étape, donc après avoir posé le diagnostic de la maladie, on peut faire le dosage de l'érythropoïétine endogène qu'on va trouver soit normale, soit diminuée. Donc la deuxième étape, elle consiste à éliminer une polyglobulie secondaire. Et vous avez plusieurs diagnostics, donc une pneumopathie, une cardiopathie, les patients qui habitent au niveau des altitudes, et les tumeurs diverses telles qu'un hépatocarcinome ou une tumeur du rein. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser des radios du thorax, un ECG, échocardiographie, gazométrie, EFR, une échographie abdomino-rénale, un scanner cérébral et une étude fonctionnelle de l'hémoglobine pour éliminer ces diagnostics secondaires. Donc, le traitement repose sur les saignées. Donc, on va soustraire le sang en plus, en surplus. On peut utiliser le phosphore 32, chimiothérapie telle que l'hydréa, l'interféron qu'on peut utiliser, l'aspirine et la nouvelle thérapie ciblée actuellement, c'est l'anti-JAK2 et le médicament qu'on utilise, c'est le ruxolitinib. L'évolution de la maladie est de 18 mois si le patient n'est pas traité et elle est de 12 ans donc si un patient s'il est traité. Les complications, comme on vient de le dire dans l'introduction, c'est les thromboses par thrombopathie et la myélofibrose et la transformation en leucémie aiguë. Là, là, là. Donc, voici une FNS d'une polyglobulie de Vaquès. Donc, chez un patient âgé de 68 ans, vous avez un taux de globules rouges à 7 400 000, hémoglobine à 20 grammes par décilitre, soit hématocrite 61%, une VGM à 82, CCMH 27, donc, vous avez également une augmentation des globules blancs, 15 000, avec une polynucléose neutrophile, et un taux de plaquettes et une myélémie modérée, 3%, et le taux de plaquettes est de 580 000 éléments par millimètre cube. Donc, vous avez une augmentation de pratiquement toute la lignée myéloïde, rouge, blanc et plaquettes. La thrombocytémie essentielle, également, c'est un syndrome myéloprolifératif.
C'est un syndrome myéloprolifératif portant sur la lignée mégakaryocytoplaquettaire. C'est un diagnostic qui est rare, diagnostic d'exclusion. Donc, on doit éliminer toutes les thrombocytoses secondaires pour pouvoir parler de thrombocytémie essentielle. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va avoir? Des érythromélalgies, ça veut dire une douleur au niveau des extrémités, avec des extrémités qui sont chaudes, rouges, des céphalées, une splénomégalie, mais de volume variable. Sur le plan biologique, le taux de plaquettes est supérieur à 1 million. La lignée rouge, elle est normale. Les globules blancs sont légèrement augmentés. La biopsie médulaire donc, montre une richesse excessive en mégakaryocytes anormaux. Et également, on va avoir la mutation JAK2. Bien sûr, le BCR, le chromosome Philadelphie est négatif, mais on a la mutation JAK2 qui est présente dans 50 à 60% des cas. Je disais donc c'est un diagnostic d'exclusion, donc il va falloir éliminer les autres thrombocytoses secondaires, telles que une thrombocytose post-splénectomie ou asplénie. Secondaire à une hémorragie aiguë, une carence martiale, une hémolyse chronique ou une inflammation aiguë ou chronique, et également au cours des cancers, donc le syndrome paranéoplasique. L'évolution de la maladie, donc elle est émaillée de complications hémorragiques ou thrombotiques qui constituent une urgence thérapeutique. La transformation en myelofibrose et en leucémie aiguë, c'est une évolution qui va de 15 à 20 ans maximum, puis une transformation en leucémie aiguë. Le traitement repose c'est un traitement myélosuppresseur systématique par l'hydréal. Vous avez d'autres médicaments qui est le Versite ou le Xagrib. Et également, on utilise des anti-agrégants plaquettaires. On peut également utiliser l'anti-JAK2 et l'interféron. Voici l'aspect cytologique au niveau du sang périphérique et au niveau de la moelle osseuse. Vous avez plusieurs mégakaryocytes. Et vous avez des amas de plaquettes, soit plaquettes isolées ou plaquettes en amas. Le dernier syndrome myéloprolifératif, c'est la myélofibrose primitive, donc ça touche le stroma médulaire surtout, ou bien c'est une évolution des syndromes de tous les syndromes myéloprolifératifs en myélofibrose. Donc c'est quoi la myélofibrose? C'est une maladie qui est plus rare. Elle est caractérisée par une fibrose médulaire avec une hématopoïèse extramédulaire, surtout splénique. Elle se voit chez le patient âgé de 50 ans. Sur le plan clinique, vous avez la splénomégalie qui est le signe majeur. C'est une rate très volumineuse qui peut arriver jusqu'au pelvis. Au niveau de la forme de numération sanguine, on va avoir une érythromyélémie. Ça veut dire quoi? Présence d'érythroblastes et de la myélénie avec la présence de dacryocytes, qui sont les globules rouges en larmes. Et la mutation JAK2, elle est présente dans 60% des cas. La biopsie médulaire va montrer une myélofibrose et des mégakaryocytes dystrophiques. Donc, on ne fait pas de ponction de moelle, mais une biopsie médulaire qui va mettre en évidence une myélofibrose avec des mégakaryocytes qui sont dystrophiques. L'évolution, elle est variable de 1 à 15 ans avec une transformation en leucémie aiguë dans 25% des cas. Ou bien on peut avoir une évolution vers une pancytopénie. Le traitement de la myélofibrose, il est symptomatique. La chimiothérapie au début, quand on a une hyperleucocytose, puis on peut utiliser également la thérapie ciblée par l'anti-JAK2 qui est le ruxolitinib. Et la greffe de cellules souches hématopoïétiques, elle est réservée pour les sujets jeunes de moins de 50 ans après splénectomie. Voici donc l'aspect, ça c'est un patient qui a une splénomégalie énorme, une hépatomégalie. Ça c'est la méthode du calque pour mesurer la splénomégalie. C'est un patient âgé de 69 ans, il a une forme, on va dire, une forme bicytopénique, donc vous avez un taux de plaquettes à 55 000, une thrombopénie, une anémie normocytaire hypochrome, pardon, une anémie normocytaire hypochrome arogénérative avec une hyperleucocytose et la présence d'érythroblastes et de myélénie. Donc, on avait dit que le diagnostic, il est posé surtout par la biopsie médulaire. Voici un frottis qui montre donc myélocytes, érythroblastes,
c'est ce qu'on appelle l'érythromyélémie. Et les cellules ou les dacryocytes, en anglais c'est teardrop, c'est des cellules en larmes. Et vous voyez l'ostéosclérose médulaire au niveau de la PBO. Donc, on a terminé. On va faire un cas clinique rapidement. Sinon, on laisse les cas cliniques la prochaine fois. Et je vais répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez? Comment différencier une LA de novo d'une LA suite à une LMC? Donc, la LA de novo, vous n'allez pas trouver une myélémie. Par contre, dans les leucémies myéloïdes chroniques, vous allez trouver un certain pourcentage de myélocytes, de myélémie, pardon, et également une splénomégalie énorme. C'est bon, oui, c'est bon. Négatif, j'ai pas compris. Donc, je vais prendre. Les ITK, c'est un traitement curatif? Non, les ITK ne sont pas un traitement curatif parce qu'on peut, les ITK n'arrivent pas au niveau de la cellule souche hématopoïétique. On doit associer d'autres médicaments. On va assister à ce qu'on appelle une réponse moléculaire profonde pour laquelle on peut arrêter le traitement momentanément et faire le suivi de la PCR. C'est quoi, s'il vous plaît? GMO, c'est la greffe de moelle osseuse. Indication de la GMO, je viens de répondre. Donc, les indications de la greffe de moelle sont réservées jusqu'à épuisement des inhibiteurs de tyrosine kinase ou inefficacité des inhibiteurs de tyrosine kinase ou quand le patient, quand la leucémie myéloïde chronique est transformée en leucémie aiguë. GVH, c'est une complication de la greffe de moelle osseuse. C'est graft versus host. C'est une complication de la maladie. On ne voit pas la diapo. Il n'y a pas de diapo, c'est bon. Comment faire la différence, c'est bon. Seuil de blast pour passer de la phase d'acutisation à la phase blastique. La phase d'acutisation et la phase blastique, c'est la même détermination. Le seuil de blast, c'est supérieur à 20% selon l'OMS et à 30% selon l'ELN. L'ELN, c'est European Leukemia Net. Diagnostic, la présence de cellules amyloïdes. Il n'y a pas de pour le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique en général, vous allez avoir un sujet jeune, un adulte jeune, avec une splénomégalie, une hyperleucocytose et une myélémie supérieure à 20%.